Nous en parlions il y a quelques instants avec François Siegel. Quand on aborde le chapitre des solutions au réchauffement climatique, il y a souvent deux camps qui se font face. Ceux qui pensent que la décroissance est le seul objectif viable et ceux qui sont convaincus, au contraire, que les innovations pourront sauver la planète. C'est d'ailleurs souvent plus compliqué que ça, on l'a vu avec François, car l'une souvent n'élimine pas forcément les autres et vice-versa. Alors avant d'accueillir Brune Poirson, on a voulu braquer les projecteurs sur deux initiatives qui nous semblent remarquables. Elles n'ont rien à voir, je vous préviens, elles n'ont rien à voir avec notre secteur d'activité, mais elles ont valeur d'exemple et je pense qu'elles peuvent inspirer un peu chacun d'entre nous. L'une réinvente l'investissement et l'entreprise, alors que l'autre a fait renaître la grande aventure du commerce à la voile. Je vous demande d'accueillir Lise-Hélène Cortès et Jacques Barrault. Lise-Hélène, votre micro. Jacques, le vôtre. Lise-Hélène, on va commencer avec vous. Vous représentez ici Time for the Planet. Alors, je pense que c'est encore nébuleux pour plein de gens ici, Time for the Planet. Quel est le concept de Time for the Planet en quelques mots? Alors, Time for the Planet, c'est une initiative d'entrepreneurs lyonnais qui se sont pris la claque climatique il y a 2 ans et qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur pour bouger des choses concrètement. Donc arrêtons de parler, essayons d'agir. Ils ont agi dans leur vie personnelle et après ils se sont dit comment on peut agir collectivement. Et ils ont monté ensemble un fonds d'investissement citoyen à but non lucratif. Vous ne trouverez ça nulle part. C'est vraiment un concept tout nouveau. Et donc l'idée, c'est de rassembler jusqu'à 1 milliard d'euros et de créer 100 entreprises dans le monde entier qui vont pouvoir se déployer sur la base d'innovations qui aujourd'hui sont dans les labos et qui ne sortent pas des labos et qui existent. Voilà. Et on peut tous devenir actionnaires à partir de 1 euro. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 65 000 actionnaires et nous avons en 2 ans 12 millions d'euros. Oui, 12 millions d'euros déjà. Voilà. Time for the Planet, vous le disiez, ce sont donc des cofondateurs, ce sont des actionnaires, ce sont aussi évidemment des entrepreneurs que vous allez financer. D'abord les cofondateurs. On va s'arrêter sur chacune de ces parties. Les cofondateurs, quel est leur rôle et quels sont leurs engagements ? Alors, les cofondateurs ont monté ce mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, ils conduisent Time for the Planet vers son objectif de façon résolue. L'équipe, aujourd'hui, comprend 10 personnes et ils ont fondé le mouvement sur 4 points. Désolée, je n'ai pas trop l'habitude. La rigueur scientifique, dans un premier temps, parce que, évidemment, on ne peut s'appuyer que sur les rapports du GIEC pour être sérieux. Donc, ils ont regardé les secteurs les plus marquants. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire dessus et ils ont monté un pipe pour recueillir des innovations, les trier et après les coter sur l'impact sur le climat. Ces innovations, une fois qu'elles ont été pré-triées, passent dans un comité scientifique qui est composé de 14 experts de renommée internationale. Puis le marché est testé pour voir s'il y a un marché, parce que s'il n'y a pas de marché, on sait bien que ça ne se déploiera pas. Et puis, nous votons, une fois que l'équipe a été auditée, etc., nous votons tous en Assemblée Générale pour décider d'investir dans des boîtes. Donc ça, c'est la première chose. Donc la rigueur, parce qu'on ne fait rien sans rigueur. Désolée, je suis ingénieur de formation. Le deuxième point, et qui me semble extrêmement important dans ce monde qui se clive, c'est l'ouverture et la transparence. Tout le monde est le bienvenu chez Time, qu'on soit un petit actionnaire ou une très grande entreprise, nous accueillons tout le monde parce que nous avons besoin d'être tous ensemble face à cette catastrophe que nous vivons ensemble. Et évidemment, tout est transparent. Donc, vous pouvez trouver sur le site qui figure là tous les documents, tout sur Time. Quand vous voulez, tout est mis à jour. Donc, pas de risque
Vous voyez bien comment ça se passe dans les médias. En tout cas, avec Time, c'est transparent. Quelque chose, en tout cas, de très participatif. Hein, c'est ce qu'on a bien compris. Les actionnaires, maintenant, vous nous avez dit, il y en a plus de 65 000 aujourd'hui. Voilà, justement, nous sommes 65 000. Et un des objectifs de Time, c'est d'être dans l'action. Et pour ça, il faut être dans la bonne humeur. Parce que sinon, on n'y arrive pas. On sait bien qu'on peut être tous scotchés sur notre canapé à pleurer, ça ne changera rien à notre monde. Et donc, les actionnaires, évidemment, sont là pour mettre de l'argent, première chose. Mais pas seulement. Mais pas seulement, nous pouvons aussi être actifs en tant que bénévoles. Et il y a plus de 8 000 personnes dans les 65 000 associés de Time qui sont actifs. On a plus de 6 000 personnes qui trient les innovations. Il y a plein de gens qui font des conférences partout. Voilà, on est un peu sur tous les fronts et on apporte évidemment nos réseaux, nos compétences à la réussite des projets de Time. Ouais, ça, c'est intéressant. Donc, on a vu ce que faisaient les cofondateurs, on voit ce que font les actionnaires. Maintenant, les entrepreneurs que vous soutenez, que vous financez, est-ce qu'ils ont eux aussi des obligations? Et si oui, quelles sont-elles? Alors, Time s'engage dans les entreprises à 2 conditions principales, qui sont que les innovateurs sont prêts à mettre sous licence libre leurs innovations, c'est-à-dire qu'on va créer, bien sûr, une entreprise avec eux, mais n'importe qui dans le monde pourra prendre cette innovation et la déployer, ce qui permet d'être extrêmement rapide, et on a besoin de rapidité. Le deuxième point, c'est que, comme je vous le disais, si les innovations restent dans les labos, c'est que les innovateurs ne sont pas des entrepreneurs. Et donc, nous auditons les équipes, leurs compétences, pour pouvoir leur adjoindre des CEO expérimentés qui vont faire que les boîtes vont marcher. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, toujours dans la rigueur scientifique, c'est que nous mesurons, nous choisissons des innovations dont nous pouvons mesurer de façon très précise l'impact sur la diminution des gaz à effet de serre. Et nous avons même initié la mise en place d'une comptabilité qui s'appelle les dividendes climat. Donc, au niveau français, avec les créateurs de Net Zero Initiative, pour ceux à qui ça parle, au niveau mondial maintenant avec l'ONU Climat, et ça s'appelle les Climate Dividends. Vous pouvez aussi en entendre parler sur notre site. Et c'est quelque chose d'assez fondamental parce que pour flécher les investissements, l'argent vers des innovations qui vont servir à quelque chose, il faut pouvoir s'en assurer, et ça n'existait pas. Oui, en tout cas, c'est intéressant. C'est un renouvellement total de l'investissement et même de l'entreprise dans votre fonctionnement. Ça, c'est quand même très intéressant. Aujourd'hui, Lise-Hélène, vous soutenez combien de projets? Combien de projets d'entreprise sont aujourd'hui financés par Time for the Planet? Alors, nous avons déjà voté pour l'investissement dans 6 entreprises. Oui. Donc, 5 ont été créées déjà. Vous avez cette liste ici. Bon, la première parle de Beyond the Sea qui permet de faire fonctionner les cargos. On équipe les cargos de kite pour qu'ils aillent plus vite sans consommer. Voilà. Ouais. On est tout à fait en coopération avec vous sur la. On en reparlera. Voilà, on en parlera. Carbon Time, c'est une innovation low-tech. On utilise des gaz volcaniques, des roches volcaniques qu'on met sur les plages pour pouvoir stocker massivement du carbone. Donc c'est encore de la recherche appliquée et on va bientôt pouvoir révéler le site sur lequel on va mettre ça en place pour vérifier qu'il n'y a pas évidemment d'incidence sur la biodiversité, parce que si on arrange le climat mais qu'on bousille la vie, c'est pas mieux non plus. Et puis on a Leviathan Dynamics par exemple, qui permet de produire du froid sans HFC. Les HFC, c'est des gaz à très haut pouvoir réchauffant qu'on a tous dans nos frigos, mais qui sont aussi dans les hôpitaux, dans le froid industriel. Donc même la sobriété, on espère bien avoir des hôpitaux demain. Donc il faut renouveler aussi nos process. Voilà. Et donc là, on utilise de l'eau en circuit fermé et moins d'électricité pour produire du froid. Donc là, on a un impact assez massif aussi sur le climat. Et puis tout le reste, je pense que je pourrais en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. D'ailleurs, je vais rester après pour ceux qui ont des questions. On imagine. En tout cas, 6 beaux projets, ça c'est sûr. Quelles sont aujourd'hui vos idées de développement chez Time for the Planet? Comment Alors, vous évidemment, voyez ça? Pour l'instant, on s'est développé en France parce que nos créateurs étaient français. On est en train de développer le projet
à Londres, enfin aux UK, pour pouvoir avoir une base après de développement international plus facile. Et puis on continue massivement à collecter de l'argent, à chercher des grands investisseurs, parce que pour accélérer le projet, nos 12 millions ne vont pas suffire, et on sait que ça marche, on a prouvé que ça marche, donc on est prêt à passer la 5e, voire plus. Mais tout ça sans gaz à effet de serre, évidemment. Ouais, évidemment. Et dans la bonne humeur. En tout cas, c'est un super projet. Franchement, c'est un super projet. J'invite tout le monde à écouter les cofondateurs, hein, parce que moi, je suis allé voir sur YouTube, ils se sont exprimés à de nombreuses reprises. On n'a pas affaire ni à des béni oui-oui, ni à des ravis de la crèche. Hein. Faut être tout à fait honnête. Ce sont des gens qui ont les pieds sur terre, qui sont très pragmatiques, qui ont envie de réinventer les choses et qui ont chacun d'ailleurs mis en sommeil leur entreprise précédente pour créer ça. Et franchement, voilà, en tout cas, c'est une très belle initiative. Chacun ici dans cette salle peut devenir actionnaire, donc il faut y aller. Et on voulait évidemment braquer le projecteur sur cette initiative. Merci beaucoup, Lisa. Merci et bienvenue à tous. Hein. Alors, Jacques Barraud, vous avez, vous, un frère jumeau, et puis il y a 10 ans, vous et votre frère, vous lâchez vos boulots respectifs, hein, et vous décidez d'importer du café et du chocolat en Bretagne sans utiliser une goutte de pétrole. C'était ça l'idée de départ. Sincèrement, je ne sais pas ce que vous aviez pris ce jour-là, mais je veux bien prendre la même chose. Sans plaisanter, racontez-nous quand même un peu la genèse de cette idée un peu dingue, quoi. Alors effectivement, donc avant cette soirée, on a travaillé pendant pas loin de 10 ans au développement des énergies marines renouvelables et notamment du parc éolien offshore de Saint-Nazaire. Donc il y a bientôt 80 éoliennes qui vont enfin produire, il était temps. Donc on avait en tout cas une grosse habitude du développement de projets en contexte offshore avec toutes les problématiques à la fois techniques et financières. Et l'idée était de se dire, nos projets étant déjà bien développés, ce qu'on pourrait faire pour essayer de contribuer à décarboner le transport maritime qui en a bien besoin, qui représente à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et il est vrai qu'aujourd'hui, même en 2022, vous pouvez chercher, hein, mais il n'y a encore rien de mieux qu'un mât et une voile pour pouvoir pousser un navire de manière décarbonée. Donc on s'est lancé en tout cas dans cette idée de concevoir des cargos voiliers neufs, donc technologie d'aujourd'hui, c'est important. Sauf que quand on veut devenir armateur, la question qui suit, c'est qu'est-ce qu'on met dans les cales pour générer des affrètements et donc pour pouvoir financer le navire. Et là, on s'est dit, est-ce que plutôt que d'aller trouver des clients chargeurs à l'extérieur, on ne pourrait pas devenir notre propre chargeur en devenant torréfacteur et chocolatier ? Sauf qu'on n'y connaissait rien en café, rien en chocolat, donc il a fallu apprendre. On a commencé par ouvrir une torréfaction en 2013. Ça s'est plutôt bien passé. On a fait venir des spécialistes pour nous aider à comprendre tout ça quand même. L'idée était quand même de faire des bons produits, hein. C'est un peu la base. On a derrière lancé une chocolaterie en 2016, qui est un sujet extrêmement complexe. On ne dirait pas comme ça, mais le chocolat est un sujet difficile. On a fait venir des spécialistes à nouveau, et c'est ça vraiment qui a permis à l'entreprise de décoller. Donc maintenant, on commercialise nos tablettes Grand Sale dans quasiment 950 points de vente, et les cafés aussi d'ailleurs, et en région parisienne d'ailleurs depuis le début de l'année. Donc ça s'est bien passé, et c'est ça qui a permis le chiffre d'affaires évoluant de financer le premier navire fin 2018 et de commencer à l'opérer en novembre 2020. Donc il faut bien voir la séquence. Café, chocolat maritime. Il ne fallait surtout pas que le navire arrive en premier, parce qu'on n'aurait pas su le financer. Il fallait être un petit peu patient, avoir un petit peu de méthode, et donc on y est arrivé. Aujourd'hui, l'entreprise va faire à peu près 9 millions d'euros. On est en train de lancer la construction, enfin qui est déjà en cours d'ailleurs, du deuxième navire, hein, donc qui lui sera donc une goélette à nouveau, donc qui sera deux fois plus long que celui-ci, donc 52 mètres. Hein, avec une capacité de chargement en cale de 350 tonnes, donc environ 240 palettes. Et donc voilà, tout ça vise à évidemment décarboner le transport maritime, mais on fait également des efforts à terre, des produits bio évidemment, puisque vous le savez, hein, la problématique du bilan carbone, enfin du carbone en général dont on parle beaucoup, n'est qu'un des problèmes. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a aussi la baisse de biodiversité. Regardez la quantité de moustiques que vous avez l'été en roulant. Il y en a beaucoup moins que dans les années 80. C'est plutôt inquiétant. La baisse des ressources, des matières premières. Il y a la pollution de l'air, de l'eau
et de la terre, tant qu'on y est. Donc il y a énormément de sujets qu'il faut traiter, mais c'est vrai que les aspects de gaz à effet de serre sont évidemment centraux. Vous faites un triangle, hein, on a vu d'ailleurs hein, sur les images. Vous allez chercher donc le café et le chocolat en Amérique latine, oui. Et puis ensuite vous remontez vers New York. Pourquoi vous remontez vers New York ? Non, on ne remonte pas vers New York. En fait, on exporte. Ce qu'on s'est rendu compte que on importait effectivement donc nos cafés verts et nos cacao d'Amérique latine en général, et donc évidemment, ça signifiait que l'export était avide. Donc, on s'est dit, on est français, qu'est-ce qu'on sait bien faire ? On n'est pas mauvais en vin. On est breton, on regarde en face, on voit New York, donc on se dit, OK, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous voyez, la grosse étude marketing très profonde qui nous a animés. On s'est dit, on va exporter des vins bio de très bonne qualité vers les New-Yorkais qui en raffolent. Et on va derrière descendre le navire en République dominicaine et puis bientôt en Guadeloupe. On va du coup charger nos cafés verts et nos cacao pour les transformer en Bretagne et pouvoir les revendre. Voilà le concept. Ouais. Il se fait que ça a bien marché. Donc vous l'aurez compris, du coup, Grand Sail est une société dont la particularité est d'agglomérer au sein du même groupe une activité agroalimentaire, finalement, de production de café et de chocolat, à un armement maritime décarboné au sens marine marchande. Et c'est ça qui a fait un peu la magie de l'aventure Grand Sail. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un développement assez intéressant, qui fait sens. Qui ne va pas évidemment résoudre les problèmes de la planète, c'est très clair, mais c'est quand même une manière de montrer que sur des produits dont on n'a raisonnablement pas envie de se passer, le café et le chocolat, je vous le confirme. Et bientôt l'huile d'olive et des rhums aussi, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Mais voilà, on est sur des produits plaisir qui vont continuer de consommer. Et là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, ce sont toujours des produits qui viennent de loin, mais du coup, dont le bilan carbone est quand même bien maîtrisé. Jacques, pardonnez-moi cette provocation, mais on parle dans cette séquence d'innovation. Elle est où votre innovation ? Vous ne faites finalement que remettre au goût du jour le transport de marchandises en bateau à voile, une idée un peu vieille comme le monde, en tout cas vieille comme l'Égypte ancienne. Ouais. Il n'y a pas forcément besoin d'high-tech pour être efficace. Effectivement, la voile, ça fait quand même quelques temps que c'est connu. On est même de temps en temps dans des approches volontairement low-tech. Il faut quand même comprendre qu'il n'y a rien de mieux qu'une innovation sortie du labo pour qu'elle tombe en panne à la sortie du port. Ça, c'est un peu la règle. Donc on est toujours, nous, très regardants et très méfiants sur les technologies qu'on embarque sur notre navire. On va faire en sorte qu'à chaque fois, ce sont des technologies qui ont été maîtrisées, prouvées pendant des années. Il en va comme de la sécurité des marins, safety first, comme on dit en maritime, donc c'est un peu la règle. Donc voilà, ce qui permet au passage de répondre quand même à la question, la technologie va-t-elle sauver la planète ou l'innovation va-t-elle sauver la planète ? Donc la réponse est non, on est d'accord. Elle peut évidemment contribuer à optimiser tout ce qui est optimisable, et c'est important, et d'où Time for the Planet, c'est évidemment une très bonne initiative, mais ça n'est pas suffisant. Et c'est là où je veux en venir, en prenant l'exemple du maritime. Aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on fait des navires de taille relativement modeste, même si un navire de 50 mètres à la voile, ça commence à faire, mais on est sur des navires relativement compacts parce que ça permet d'avoir un gréement qui est à l'échelle du navire et donc d'obtenir ce qu'on appelle un pur voilier, c'est un terme qu'on utilise, mais on a vraiment un moteur vélique, donc la voile, qui permet au navire de fonctionner de manière quasi permanente en fait à la voile. On a un moteur sur le premier qui fait 115 chevaux, qui est une puissance ridicule. Le record qu'on avait eu, c'est 20 litres, je crois, de gasoil entre Saint-Malo et New York. Ça va ? En clair, on a une efficacité carbone sur ce genre de navire qui oscille entre 90 et 97%. Si on est sur des navires plus grands, et jusqu'au porte-conteneurs de 300-400 mètres, on ne peut plus avoir cette efficacité parce qu'on n'est pas capable de mettre des gréements aussi grands. Là, déjà, sur le deuxième, on aura des mâts carbone de 50 mètres, ça devient le maximum. Donc, on voit que avec les innovations qui vont arriver, les kites, différents types de technologies, sur des plus grands navires, on ne pourra pas arriver à du 90-97%. Donc on peut imaginer aujourd'hui que d'ici 2050, l'économie globale du bilan carbone sur la flotte actuelle serait, on peut l'estimer à 20, 30, peut-être 35%. On a mesuré entre 30 et 70% en mettant des kites. Ce qui permet de réduire tout de suite, mais évidemment... En moyenne, je parle en moyenne, attention. Et donc voilà. Et ce qui fait que le risque, c'est de se dire, OK, c'est bon, on a des bateaux verts, alors qu'en fait, si on est à 30% d'économie, il y a quand même 70% d'émissions de gaz à effet de serre, il ne faut pas l'oublier. Si d'ici 2050, la flotte telle qu'elle est partie fait x2 ou x3,
À quoi bon 70% x2 ou x3, ça fait 140% ou 210%. Donc on aura quelque peu loupé le match. Donc on voit bien que parallèlement à tous nos efforts technologiques, d'approches diverses et variées pour limiter le bilan carbone, mais aussi le reste, la biodiversité, etc., il faut parallèlement tendre vers une sobriété, donc consommer moins, mais consommer mieux. En maritime, ce ne sont pas les armateurs qui vont d'eux-mêmes, comme dans Astérix, casser leurs navires pour les mettre au fond. Ils ne font que répondre à des contrats de transport de la part des chargeurs. Donc ce sont les chargeurs qui doivent se relocaliser. Donc la notion de relocalisation, elle est évidemment centrale. Et c'est ça qu'il va falloir faire en priorité pour que derrière le consommateur, c'est-à-dire nous tous, soyons en capacité d'acheter plus localement. Et je fais une comparaison bête et méchante. On agite souvent le chiffon rouge de la décroissance, probablement pour ne rien changer d'ailleurs. Imaginons qu'on achète 10 t-shirts faits dans des pays à bas coût pour 50 €. On pourrait très bien, en remplacement, acheter 2 t-shirts faits plus localement à 50 € également. Donc cette notion de décroissance économique reste à prouver. Mais en revanche, on aurait sans doute un service rendu avec 2 t-shirts de qualité et surtout un impact environnemental qui serait beaucoup plus faible. On estime aujourd'hui, si on fait les tissus localement, que l'impact est divisé par 2, l'impact environnemental. Et voilà, et toute l'histoire, elle est là. On a tous collectivement, on a exercé depuis des décennies, et on s'y est habitué, grâce au pétrole, grâce à la magie du pétrole, on s'est habitué finalement à une consommation effrénée, et ça, c'est plus possible. Et donc il va vraiment falloir changer un peu de logiciel, apprendre à consommer moins et consommer mieux. Changer de logiciel, et pour conclure, c'est vrai que ce qui est intéressant chez vous, c'est que l'innovation n'est pas technologique, mais en revanche, elle est dans votre modèle économique. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous êtes à la fois armateur, chargeur, producteur, et que ça, manifestement, aujourd'hui, ce modèle économique, il est viable. Vous voyez, c'est quelque part une autre manière d'innover. On peut innover technologiquement, mais on a aussi le droit d'innover en termes d'organisation. Oui, c'est ça. C'est exactement. Ce qu'on a fait, effectivement. C'est Grain Sail est quelque part une espèce d'hybridation entre de l'activité agroalimentaire et du maritime. Donc deux secteurs qui n'ont rien à voir, mais qui, couplés ensemble, finalement, donnent beaucoup de sens. Donc il y a aussi dans le champ des possibles peut-être des associations de métiers différents qui, pris ensemble, auraient peut-être une certaine efficacité. Donc voilà, tout n'est pas mort, faut pas. Loin de là, heureusement. On essaie de se battre, mais n'oublions pas cette fameuse sobriété. Je ne sais pas ce que ça va donner dans l'aérien. On va en parler après. Voilà, ça va pas être simple. Il va falloir faire attention à ne pas prendre l'avion en permanence, parce que sinon tout ça ne va pas fonctionner, quoi. Aujourd'hui, vous avez combien de salariés ? 50. 50 salariés. Dont 4 marins, dont on est très fiers. Donc 4 marins. En CDI. Qui font les transatlantiques, voilà. Évidemment. Bon, en tout cas, 2 très belles histoires. Vraiment, merci à vous deux d'être venus partager